Bonjour tout le monde. Bienvenue à tous pour cette 5e édition de Artim qui commence sous le beau temps, qui commence avec des visages qu'on a un immense plaisir, je pèse mes mots, à retrouver après 2-3 années très particulières dont on sort tous plus ou moins touchés, tous plus ou moins avec l'idée que la vie ne sera pas tout à fait pareille, mais on est quand même très 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 heureux que des événements comme celui-ci, de la vie d'avant, reprennent. Et donc, à ce titre, je voudrais tous vous remercier encore d'être venus. Je voudrais tous vous dire qu'on est extrêmement motivés pour reprendre ce type d'échange. Je remercie le comité d'organisation qui a œuvré intensément pour aboutir à cette journée. Je remercie nos sponsors que vous avez vu placés là-bas dans les zones de café et de détente et que vous pouvez un petit peu croiser pendant cette journée. Et je n'en dis pas plus parce qu'à côté de moi, il y a mon grand frère, celui qui m'a beaucoup prendre la parole. donné pendant beaucoup d'années et qui a décidé de faire une petite reconversion professionnelle il y a pas longtemps. Et je vais lui laisser la parole avant de laisser la parole à nos orateurs. Très bonne journée. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Je voudrais moi aussi remercier le comité d'organisation avec une pensée particulière pour Fiorella Salerno, dont je salue le professionnalisme, la conscience et la gentillesse toujours renouvelée. Cette journée est particulière pour moi puisque c'est la dernière fois que j'assiste à cette réunion, puisque je cesse mes activités professionnelles en fin d'année. Et donc je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier tous ceux avec lesquels j'ai pu travailler pendant toutes ces années. Et j'ai une pensée particulière pour le cathétérisme interventionnel, pour tous les moments que j'ai passés avec eux. Moments pas toujours faciles, mais toujours enrichissants et en tout cas marqués par un respect, une estime mutuelle. J'ai une pensée pour Marie-Claude, pour Thierry Lefebvre, pour Bernard Chevalier, et plus récemment pour Jérôme Morviller, Philippe Garot, avec lesquels on a passé tellement de moments. Je n'oublie pas les autres, bien sûr, Francesca, Thomas, Antoinette, Hakim. Et je n'oublie pas aussi les infirmières. C'est une équipe d'infirmières exceptionnelle avec un cadre, Mireille Simon, non moins exceptionnel, les secrétaires. Donc, merci à vous. Je voudrais également remercier les chirurgiens cardiaques avec lesquels j'ai eu des moments fructueux et amicaux, en tout cas. Qu'il s'agisse de Patrick Donzogouche, de Mauro Romano, plus récemment de Beltrán Lévy-Praschker, d'Arnaud Farge et de Fabien Doguet. Je remercie également les anesthésistes que je vois ici, Firaz, Kamel. Je remercie l'équipe de rythmologie, avec les deux Jérôme, Morviller et Lacotte, qui ont fait le service que vous connaissez avec sa réputation, avec l'aide de Mina, avec l'aide de Fiorella, avec l'aide de Vladimir et de ceux qui sont venus ensuite. Je remercie également les chirurgiens cardiaques. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait 2 fois. Il compte double. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a les anesthésistes de chirurgie cardiaque. Il y a Julien Amour. Il y a Benjamin Frossard. Il y a les réanimateurs médicaux, en particulier Yvan Laurent, qui a la double casquette, réanimateur et cardiologue. Je remercie Luzic, Annabelle, Xavier Troussier. Et je remercie l'imagerie médicale avec, bien sûr, Jérôme Garot et le laboratoire d'échographie cardiaque avec Sylvain, avec Leslie, avec Élodie et avec Jean-Yves. Et surtout, je voudrais remercier les correspondants. Je voudrais vous remercier, vous, parce qu'au fil des ans, on a tissé des relations non seulement d'échanges professionnels, mais également d'amitié. Et c'est avec vous que j'ai passé les meilleurs moments de ma vie professionnelle. Donc, je voudrais vous remercier très sincèrement pour ces échanges qu'on a eus. Vous savez que j'ai toujours fait le maximum pour offrir le mieux possible pour vos patients.
Et cet état d'esprit est partagé par l'équipe qui m'entoure et qui me succède. Vous connaissez Patrick Seknadji, qui me supporte depuis plus de 20 ans, avec son amitié, avec son flegme. Et je voudrais également remercier les autres, à savoir Dominique Fourchy, Morad Djebar, Elena Dossi, Victor Boilev et les deux derniers, les deux plus jeunes qui nous ont rejoints, à savoir Annabelle Nguyen et Maximilien Sochala. Pour finir, j'ai une pensée pour quelqu'un qui me suit depuis mes débuts, avec une fidélité qui ne s'est jamais démentie depuis Thonon jusqu'à Massy. C'est Thérèse, sans laquelle rien n'aurait été possible. Et également les surveillantes, à savoir Madame Mandon et plus récemment Karine Restini, qui a également une place exceptionnelle. Voilà, je m'excuse auprès de ceux que j'ai pu oublier, mais sachez que je vous remercie encore une fois pour toutes ces années passées. Et je n'ampute pas plus votre programme. Merci à vous. Merci Bertrand. Bon, si tu as oublié quiconque, c'est l'émotion, c'est normal, mais tu n'as pas oublié Philippe Garot, donc on t'appelle à la barre, cher Philippe. Et tu vas nous parler de l'innovation, tu vas peut-être nous faire une sorte de mise à jour de ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est tous rencontrés ici, je crois. Bonjour à tous. Vous ne pouvez pas savoir la joie et l'impatience et l'émotion que nous avons à nous retrouver aujourd'hui ici, après ces 2 années, effectivement. Donc je vais évoquer les 2 années qui viennent de passer, refaire le lien avec notre dernière réunion. La dernière Arteam, la 4e édition, c'était en octobre 2019. Vous avez ici la photo, on a tous vieilli un petit peu. Parce qu'on a tous connu, vous savez, cet épisode de Covid qui est arrivé quelques mois après. Et à n'en pas douter, il a beaucoup compté pour nous tous. On a été touchés à titre personnel ou nos proches, certains. Sachez qu'on est tous très proches de vous si c'est le cas. Et nos organisations de santé, les hôpitaux, les cabinets ont été complètement bouleversés par cet épisode de Covid. Vous voyez quelques photos de l'équipe qui a travaillé, qui a retroussé les manches. On a oublié la cardiologie pendant quelques mois. Mais on n'a pas oublié notre rôle et notre destin de médecin de s'occuper des patients, ceux qui ont besoin de nous. À l'hôpital, on a eu aussi la chance, je pèse mes mots, de bénéficier, vous savez, dans toute tempête, on reconnaît les capitaines. Et on a eu un grand capitaine en la présence de François Auquier, notre directeur, qui est assis discrètement au fond de la salle et qui clairement a été un élément déterminant pour coordonner les soins, coordonner les prises en charge, assurer à toutes les unités les besoins et l'énergie pour qu'on avance tous dans cet épisode. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses et on n'a pas eu le temps de les évoquer. Donc, on a ouvert une 4e salle d'angiographie. Vous savez qu'historiquement, on avait 2 salles, puis 3 salles depuis 15 ans à peu près. Et on a ouvert une 4e salle en décembre 2019. Certains d'entre vous sont venus à l'inauguration et je les en remercie. C'était en décembre 2019. Le service s'est agrandi. Vous savez aussi qu'on a un espace de formation d'équipement audiovisuel qui nous a permis de tenir pendant ces mois des éditions digitales de cette réunion, des éditions digitales de Arteam. Et grâce à cela, on a pu maintenir le lien pendant ces moments que j'évoquais. On a aussi ouvert un espace de cardiologie ambulatoire dédié qui s'appelle le Cardiolounge à Massy. Vous voyez cet espace où les patients sont pris en charge avec leur accompagnant dans un environnement apaisant et néanmoins propice à l'éducation et à la prise en charge. Et c'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et qui apporte un bénéfice important à tous nos patients. On a également ouvert un centre de consultation à Massy. Vous savez qu'il en est question depuis longtemps et les besoins se précisaient. Et vous le savez tous, la démographie médicale n'est pas en croissance. Et ce centre de consultation qui est situé juste en face de l'hôpital, qui a été d'ailleurs depuis rejoint par les consultations de nos cardiologues aussi au sein de l'hôpital, apporte vraiment une aide à nos patients, une prise en charge tout à fait remarquable. Voici les jeunes qui nous ont rejoints.
Louis Naori, Louis Moisson, puis plus récemment Anne-Marie Madjalian, Flore Heurtebise et Marc Eugène. Voici leur joli visage sur ces photos et ils nous ont donc rejoint le groupe il y a un peu plus de 2 ans. Plus récemment, tout début novembre 2021, on a eu la joie d'accueillir Fabien Doguet. Fabien qui vient renforcer une équipe chirurgicale qui est déjà extrêmement renommée, compétente, que tout le monde nous envie. Fabien est de l'école de Rouen. Jean-Pierre Bessou, pour ceux qui connaissent, qui est un des pionniers de la chirurgie cardiaque et qui a été avec Alain Cribier précurseur dans le TAVI, dans l'invention du TAVI. Donc Fabien a fait ses premières armes là-bas comme interne, comme chef. Il a beaucoup travaillé sur la chirurgie robotisée, la mitrale mini-invasive. Aujourd'hui, chez nous, depuis quelques mois déjà, il a déjà entrepris des chantiers importants tels que la mise en application des nouvelles recommandations sur la réhabilitation précoce. Et puis, il travaille avec l'Université Paris-Saclay, avec qui on a créé des liens sur un bloc de chirurgie augmentée. Donc déjà, beaucoup de projets et un avenir sécurisé avec la présence de Fabien qui envisage l'avenir à l'hôpital avec nous. Et c'est pour nous vraiment un vrai bonheur. Évidemment, on a aussi Julien Amour qui nous a rejoints, qui a fondé avec ses collègues que vous voyez ici, Benjamin Frossard et Florent Laverdure, l'IPRA, Institut Perfusion Réanimation Anesthésie. Donc ils ont constitué une équipe et complètement réorganisé la réanimation, l'assistance, la perfusion et l'anesthésie de chirurgie cardiaque. Ils sont vraiment à la pointe dans tout ce qui est assistance. Vous voyez, l'AREA a augmenté sa taille avec 27 lits de soins critiques aujourd'hui. Ils forment un centre de formation de CEC pour d'autres centres, notamment franciliens, et sont très impliqués dans la recherche clinique. Il y a 2 internes dans leur unité, bientôt 4. Et puis des projets avec des nouvelles consoles de CEC et des techniques de perfusion particulières qui permettent de limiter la transfusion pour la chirurgie cardiaque. Donc Julien et son équipe apportent vraiment beaucoup, ont structuré l'anesthésie, la chirurgie cardiaque à Massy. On a également ouvert une nouvelle IRM, 3e IRM à l'hôpital Jacques-Cartier en novembre 2021. Vous voyez cette machine qui est toute neuve, dernière génération, qui est à 50% dédiée pour la cardiologie, ce qui nous permet de réduire un petit peu la file d'attente. Vous savez tous qu'on avait des délais qui commençaient à devenir trop longs et avec les nouvelles recommandations d'il y a 2 ans, ces délais malgré tout, restent toujours un petit peu longs car maintenant l'IRM et le scanner, je pense que pendant ces 2 jours, cette journée, on en parlera beaucoup. Les nouvelles recommandations placent l'IRM et le scanner vraiment en première ligne pour le diagnostic de la pathologie du coronarien. L'IRM, c'est également l'IRM interventionnel. On a commencé il y a quelques mois à faire des cathédroits en IRM. On a fait une 30aine de patients. C'est de la navigation sous ciné-IRM, donc il n'y a plus de rayons X. Et ensuite, l'équipe de Rythmo, vous voyez ici Vladimir et Laurent, qui sont dans un environnement d'IRM. Donc on n'a plus de navigation rayons X, mais on est dans le champ magnétique d'une IRM avec des écrans où on voit le cathéter. Vous voyez en bas à gauche une ablation de flotteur auriculaire avec une cicatrice au niveau de l'isthme cavo-tricuspide. Et vous voyez comment cette technique d'IRM cardiaque interventionnelle commence. Elle est prometteuse et on en parle depuis très longtemps, mais elle commence vraiment à faire sa place. En tout cas, chez les centres pionniers comme nous. Quelques centres ont fait ça dans le monde, très très peu. Et vous voyez les premiers cas qui ont été faits ici, chez nous, à Massy, grâce à Vladimir et Laurent en particulier, mais aussi et surtout grâce à toute l'équipe. On est toujours très présent dans le domaine de la publication scientifique. Vous savez que c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important d'être dans l'innovation, dans la recherche. Et je voudrais mettre la lumière sur l'activité scientifique de l'IRM, justement, puisque il y a une production scientifique extrêmement importante. Vous voyez que depuis 2 ans, 28 publications internationales en IRM cardiaque, grâce à Jérôme, grâce à Théo Pézel. C'est vraiment, vraiment pour nous une grande fierté et un énorme challenge qui a été fait avec ces 28 publications qui sont sans doute dans le domaine assez unique au monde. À Quincy,
il y a eu l'ouverture du pôle médical de Sénart, qui est également un important rendez-vous pour nous tous. Ça a ouvert en novembre 2019. Vous voyez cette structure qui est assez impressionnante, que j'ai eu la chance de visiter, qui est située à côté d'un grand centre commercial et de tous les nœuds de communication. C'est une structure où travaillent tous les collègues de Quincy, qui ne sont pas eux nouveaux, puisque vous les connaissez déjà de l'hôpital Claude Gallien, mais c'est eux qui ont œuvré pour mettre en place cette structure qui aujourd'hui a un succès considérable. Un nouveau scanner également, à 50% cardiaque, a ouvert à Quincy tout récemment, en avril. Vous voyez la machine ici à droite avec Edwige et Gilles qui s'occupent du patient et toute l'équipe, bien entendu, médicale est associée à ce projet, mais il y a un flash tout particulier sur Suzanne Duhamel qui nous a rejoints et qui coordonne cette activité, ce démarrage avec Stéphane et tous les autres. Bravo, un grand bravo pour ce démarrage d'activité qui est extrêmement prometteur avec déjà des files d'attente, tellement le succès est grand. Un mot sur l'ambulatoire, je ne peux pas passer ça sous silence parce que vous le savez tous, on a, je dirais par la force des choses, à la suite du Covid, dû réorienter un petit peu la manière de prendre en charge nos patients. Vous savez que tous les établissements de santé et les nôtres ne font pas défaut à cette règle, ont vu le nombre de personnels paramédicaux en particulier diminuer. Donc on a une crise du logement, une crise des lits. Et pour certaines activités, on a accentué la conversion ambulatoire. Vous voyez ici à gauche la coronarographie, l'angioplastie au milieu et l'activité interventionnelle de rythmologie. Vous voyez que les courbes se croisent toutes en 2021. Donc maintenant, plus de 50% de ces activités sont réalisées en ambulatoire. C'est probablement l'avenir. C'est une prise en charge moderne qui requiert des besoins importants parce que, évidemment, il y a besoin d'être plus présent quand le patient rentre chez lui 3 heures après le geste que lorsqu'on le garde toute une nuit pour la surveillance. Ça nécessite de mettre en place des éléments de surveillance particuliers. À Quincy, vous voyez que la même évolution est rencontrée depuis 2 ans. Alors, juste un mot sur cette conversion ambulatoire. Je voudrais rassurer tout le monde sur la sécurité qui est garantie, car on l'encadre de beaucoup de précautions. Les actes qui s'y prêtent sont les coronarographies, les angioplasties, les actes interventionnels structurels simples, comme les fermetures de PFO, de CIA, mais aussi les actes de rythmologie, les pacemakers, que ce soit des primos ou des implantations ou des changements de boîtier, et les ablations de flotteurs, de tachycardie, mais aussi de FA et de TV dans certains cas. Nos analyses, notre auto-évaluation montre une mortalité extrêmement faible, malgré la réalisation d'ambulatoire, des réhospitalisations non programmées également très très faibles. On a mis en place des consultations urgentes ou quasi immédiates, à vrai dire, avec une astreinte qui permet également de répondre présent en cas de problème. Et finalement, les échecs où les conversions en admission hospitalière sont extrêmement faibles et liées le plus souvent à des fins tardives de programme ou des petits saignements au niveau des points de ponction. En cardiologie interventionnelle, il y a beaucoup d'innovations depuis 2 ans. Je ne peux pas toutes les évoquer, on n'aurait pas le temps. Stéphane va nous parler du sinus reducer, là, de la prise en charge des patients coronariens jugés non vascularisables. Il y a des nouvelles valves toujours, tous les mois ou presque. Une nouvelle valve arrive. Il y en a certaines comme celle-ci qui a un joli nom, Colibri, qui est en cours d'évaluation chez nous. Également aussi des ballons actifs de nouvelle génération qui laissent entrevoir peut-être la possibilité future de traiter certains patients sur certaines lésions sans stent. Il ne faut pas voir ça comme un retour en arrière, mais peut-être au contraire comme une évolution positive. Sait-on jamais. En tout cas, ce sont des stratégies qui sont évaluées en ce moment. En rythmologie, il y a bien sûr toujours beaucoup d'innovations. Le télésuivi déjà, et je dirais encore plus depuis le Covid, mis à contribution. Plus de 2000 patients, vous voyez, suivis, et maintenant beaucoup plus d'ailleurs, pour en particulier l'arythmo, et puis aussi l'intelligence artificielle. Pourtant, nos collègues ne manquent pas d'intelligence. Vous savez, ils font des choses que peu de monde comprennent. Mais ils ont quand même recours à l'intelligence artificielle pour améliorer encore leurs résultats.
Et leur équipe s'est agrandie récemment. Vous voyez Charlène Kokar et Salem Younsi, qui sont les 2 derniers arrivés dans l'équipe, qui sont venus apporter de la jeunesse, de la fraîcheur et beaucoup d'énergie et d'ambition. Même s'il n'en manquait pas, les autres. En écho également, et Bertrand a évoqué les années de travail de l'équipe d'écho et de cardiologie clinique. L'équipe s'est également agrandie récemment. Voici Annabelle et Maximilien, donc, qui sont arrivés pendant cette période de Covid, également grandir l'équipe, apporter également leur énergie, leur fougue et leurs compétences. Et ça, vous le savez sans doute tous beaucoup mieux que moi, l'échographie a fait beaucoup de progrès, notamment les techniques d'écho 3D en échographie transœsophagienne sont particulièrement impressionnante, avec un réalisme de visualisation des structures cardiaques et des prothèses qui est tout à fait bluffante. Ils ont augmenté leur périmètre avec une 4e salle d'écho et on envisage pour la rentrée des mini-sondes de Théo qui permettraient de faire l'interventionnel sans endormir complètement les patients, ce qui serait vraiment un plus. Alors le futur proche, c'est un scanner cardiaque. On a eu le bonheur d'avoir l'autorisation de l'ARS il y a quelques mois et il nous reste à mettre en œuvre cette autorisation qui devrait arriver pour le début de l'année prochaine. Mais aussi, ça c'est à Massy, et à Quincy, une IRM cardiaque dédiée qui est envisagée pour la fin de cette année 2022. Donc encore des projets et encore d'autres que je ne peux évoquer ici encore, mais on aura l'occasion dans les prochaines éditions. Enfin, en septembre 2022, on aura le plaisir d'accueillir Myriam Akodat dans notre équipe de cardiologie interventionnelle. Myriam, c'est une ancienne stagiaire, il y a quelques années chez nous, qui a montré des compétences et des qualités humaines incroyables. Et Myriam est partie retourner à Montpellier, puis à Vancouver, au Canada, où elle acquiert des compétences importantes dans une équipe extrêmement dynamique et dédiée à l'innovation de la cardiologie interventionnelle. Et Myriam va venir au mois de septembre, parce qu'il y a un autre projet au mois de septembre, et celui-ci est moins heureux pour nous tous, mais c'est comme ça. C'est que Thierry nous a prévenu depuis quelques années déjà qu'il voulait lui aussi, comme Bertrand, peut-être en même temps que Bertrand, et peut-être que ce n'est pas tout à fait un hasard, il nous a dit qu'il voulait arrêter son activité professionnelle, et c'est l'occasion pour moi de lui dire toute l'amitié, tout le bonheur de ces 20 ans que j'ai eu à travailler avec lui. Thierry, vous le connaissez tous, c'est l'associé parfait. Il est là le matin avant les autres, il part le soir après les autres. Il est l'opérateur exceptionnel que tout le monde connaît, qui est connu dans le monde entier. Pour ses compétences, il est toujours dédié à l'excellence médicale, à l'excellence cardiaque. Et vraiment, Thierry, c'est quelqu'un, pour ceux qui le connaissent bien, qui ne fait jamais de concessions, avec beaucoup d'exigences pour lui-même et pour les autres, prendre en charge les patients au mieux. Toute petite anecdote, avant-hier, sa vacation se terminait à 13h. À 13h30 ou 14h, on nous annonce un infarctus. Et à 14h05, il y a Thierry qui était dans la porte du service avec le brancard. Il est descendu aux urgences chercher l'infarctus pour ne pas perdre de temps et pour le soigner le plus vite et le mieux possible. Voilà ce qui résume Thierry. Il va peut-être rester comme brancardier ou... C'est pas fini, mais c'est bientôt, mais pas fini. Voilà le groupe où je suis arrivé, moi, il y a une petite vingtaine d'années. Thierry est en haut à gauche, et ça me laisse l'occasion, et Bertrand les a évoqués aussi, de parler de tous les autres. Thierry, c'est le dernier Mohican, le dernier fondateur de l'ICPS. Vous reconnaissez Marie-Claude, Yves, Pierre Dumas, Jean-François Piéchaud sur la photo, qui étaient les autres fondateurs. C'est pour moi l'occasion aussi de vous dire que tous vont bien, qu'on a très souvent des nouvelles d'eux, qu'on les voit très souvent et qu'ils vous transmettent toute leur amitié à vous tous. Quelques photos de Thierry, assez récentes finalement. Donc on a celle-là qui
qui est un des premiers jours de Thierry à l'ICPS. C'était peut-être même pas encore l'ICPS à l'époque. Vous voyez déjà dans son regard toute la détermination et pour poursuivre sa carrière de cardiologue interventionnel. Ici, avec Pierre Dumas, un tout petit peu après. Une autre photo dans le bureau, le fameux bureau où Thierry avait toutes ses affaires bien rangées et son ordinateur de travail. Il a été aussi coach sportif à un certain moment. Vous voyez que ça fait partie des nombreux talents de Thierry. Et puis, vous voyez ici des photos de tous ces moments extrêmement importants dans sa carrière. Il a aussi porté des robes, mais ça, c'était au Japon. Donc là-bas, c'est assez traditionnel. Voilà, des photos de Thierry avec Marie-Claude, avec Anne, toutes ces photos qu'on a gardées, qu'on gardera toujours. Bien entendu, avec lui. Et enfin, je termine sur cette photo avec Alain Cribier, qui est probablement un des premiers avis que tu as dû faire, Thierry. Si tu veux bien, moi, j'aimerais beaucoup que tu viennes nous dire quelques mots pour répondre aux applaudissements de tous tes collègues. C'était un piège en fait. Je lui avais dit avant-hier soir, il m'a dit « Je crois que je vais parler un peu de toi ». Et je lui ai dit « Espèce de salopard ». Je vais être très bref. En fait, je pense que tu as parfaitement résumé la situation. J'ai vécu une expérience inouïe au sein de l'ICPS. L'expérience a commencé au début de ma carrière de médecine, en 80, je sais plus, un peu avant en 80. L'ICPS était en 95. Et en fait, ça a été extraordinaire de 95 jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité m'arrêter avant qu'on se demande pourquoi il est encore là. Voilà, donc ça a été beaucoup de partage d'expérience, partage technique, partage en recherche. Et tu as bien montré toute cette activité de recherche au sein de l'ICPS qui a été depuis le tout début. Et il me vient un souvenir du tout début avec Marie-Claude Maurice, où lorsqu'on a ouvert l'ICPS donc en 95, elle nous avait réunis avec Pierre Dumas, Yves Louvard, et elle nous a dit mais finalement dans quel domaine on n'est pas bon, parce que c'est là il faut qu'on travaille. Et a posteriori, à l'époque, je n'avais pas bien compris, mais a posteriori, je réalise qu'en fait, c'était fondamental, puisque nous, on a dit, on n'est pas bon dans l'infarctus, angioplastie primaire, on n'est pas bon sur les bifurcations, on n'est pas bon sur le tronc commun, et donc on a décidé de travailler dans ces trois axes en 95, et ça a été la source de publications, organisation de réunions. On a ensuite travaillé sur la radiale, on a été pionnier sur la voie radiale en France. Et donc finalement, toute cette expérience pour moi a été extraordinaire. Et donc je suis ravi de partir pour de nouvelles aventures qui seront différentes, mais qui seront tout aussi enthousiasmantes. Et merci à toute l'équipe de cardio, pas seulement les médecins, mais aussi les infirmières, les surveillantes et tous mes associés qui ont été formidables depuis qu'ils sont là. Merci. Merci beaucoup Philippe, merci de cette petite intervention improvisée, surprise. Je crois qu'il n'y aura pas forcément de questions dans la salle sur les données techniques de ton topo, sauf si évidemment quelqu'un a quelque chose à ajouter ou demander. Et pour ne pas trop laisser le temps filer, on va passer à la présentation de Stéphane Champagne sur l'insuffisance coronaire non vascularisable. Et j'en profite pour dire qu'il est 10h10 et qu'on va essayer de terminer à 11h, pas trop dépassé.
Bonjour à tous. Ça va être difficile de continuer après autant d'émotions. J'espère que de toute façon, le niveau ne sera pas identique, ça c'est certain. Je vais pas vous faire pleurer. Mais par contre, on va aborder un sujet on est tous amenés à rencontrer et pour lequel on est souvent démunis. Et je vais commencer par un petit cas clinique d'un patient de la vraie vie. Patient de 64 ans, vous voyez, avec comme facteur de risque une hypertension et une hypercholestérolémie, et qui un antécédent coronarien, et qui se présente dans notre groupe en mars 2017 pour un tableau d'Angor. Alors, j'ai pas mis de boucle, mais vous voyez que c'est un patient qui est tritronculaire avec une lésion serrée de la circonflexe proximale, une occlusion de l'IVA distale et une occlusion atrastinte de la coronaire droite très longue. Comme vous pouvez vous en douter, ce patient n'est pas éligible à une revascularisation aussi bien chirurgicale. Le traitement médical paraît insuffisant compte tenu d'un Angor important. Et donc, il est décidé de le revasculariser sur la circonflexe proximale, là où il y avait la lésion très serrée, et de désobstruer la coronaire droite. Le patient se retrouve amélioré, il devient post-symptomatique et il revient en novembre 2018, donc un peu plus d'un an après, pour à nouveau un tableau d'Angor. Et ce qu'on observe, c'est une occlusion de la coronaire droite dès l'origine, avec sur le réseau gauche également, alors je ne sais pas si je peux montrer, mais on voit l'occlusion du précédent stent dans la circonflexe, avec une stabilité des lésions sur le réseau IVA. Alors, il est décidé chez ce patient de respecter l'occlusion de la circonflexe et de tenter une désobstruction de la coronaire droite, ce qui est fait avec succès en janvier 2019, et une amélioration de la clinique. Et un petit délai se passe, pas très long, puisqu'il revient au mois d'avril pour à nouveau un tableau d'Angor avec une nouvelle occlusion du site dilaté au niveau de la coronaire droite et toujours les mêmes lésions sur le réseau gauche avec une occlusion atrastante de la circonflexe et une lésion de l'IVA distale. Alors, ce patient n'est toujours pas éligible à la chirurgie, il n'était pas au départ, il n'est pas plus maintenant. Et donc, à cette époque-là, on lui propose de renforcer son traitement médical, et il se retrouve sous bêta-bloquant bonne dose et inhibiteur calcique. Alors clairement, il continue à souffrir. C'est un patient qui est jeune, il a 64 ans, il est encore en activité et il est limité au quotidien. Et il rentre parfaitement dans la définition de l'Angor réfractaire qui a été publiée en 2019 selon les recommandations de l'ESC. Et donc c'est une cardiopathie ischémique, un Angor qui est lié à une ischémie myocardique réversible en rapport avec une coronaropathie obstructive chez des patients qui ont des médicaments de deuxième ou troisième ligne, et chez qui il n'y a pas de possibilité de revascularisation chirurgicale ou percutanée, même avec les techniques en particulier des obstructions d'occlusion chronique. Alors cette prévalence n'est pas si exceptionnelle que ça dépend des databases. Si on prend des databases de cathétériseurs ou d'études cliniques, mais vous voyez que ça va de 4% jusqu'à 30% selon les sources d'information, et il est estimé qu'il y a à peu près entre 30 000 et 50 000 nouveaux cas par an en Europe de ce type de patients. Et vous voyez que même dans l'étude Syntax, qui était censée revasculariser le plus possible les patients, même dans le groupe Pontage, vous voyez qu'à 5 ans, il persiste, vous voyez tout en haut, des patients qui souffrent de façon quotidienne, voire hebdomadaire, et cette proportion arrive pas loin de 10%. Alors, le pronostic n'est pas lié au fait que les patients souffrent, vous le savez tous, il est lié au terrain, à la fonction VG, à la localisation des lésions. Et ces patients ont beau souffrir, le pronostic n'est pas si mauvais. Alors, on a parlé de l'Angor réfractaire dans la cardiopathie, dans la coronaropathie obstructive, mais comme vous le savez, il y a plein d'autres causes d'Angor, même chez les patients qui n'ont pas de coronaropathie obstructive. Il y a le spasme, il y a les problèmes de microcirculation, et ça, c'est même pas évoqué dans les recommandations de l'ESC. Il y a néanmoins, ces patients doivent être néanmoins traités. Et je vais faire court, mais donc on a différentes possibilités. Moi, j'ai pas de marqueur, je sais pas comment on fait. Non, on peut... Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire.
Et donc, soit on diminue la demande, soit on augmente l'apport. L'apport, c'est augmenté par la chirurgie et l'angioplastie. Et on voit que les thérapeutiques alternatives vont surtout se cibler sur l'augmentation de l'apport myocardique. Alors, juste pour faire très rapide, vous voyez que soit on augmente la perfusion myocardique, et il y a différentes techniques qui ont été élaborées, vous voyez qu'elles sont très nombreuses, soit on peut supprimer carrément la douleur avec tout ce qui est électrostimulation, stimulation de la moelle épinière. Et dans les thérapeutiques qui sont à l'état de... prémices, vous voyez, des contrepulsions externes, le laser transmyocardique, la thérapie cellulaire, vous voyez aussi les shockwaves externes, les ondes de shockwave externes, et puis la réduction du sinus coronaire. L'ESC a listé toutes les études randomisées de ces différentes options thérapeutiques, et celle qui nous intéresse le plus, c'est celle qui consiste à réduire le sinus coronaire avec un petit implant. Et l'étude de Pivot qui a validé son indication, c'est l'étude de COSIRA. Donc pour faire bref, et les chirurgiens cardiaques connaissent l'histoire, en fait le concept de réduire le sinus coronaire a débuté dans les années 50-60 par un chirurgien cardiaque des États-Unis, donc c'est le docteur Claude Beck, qui a constaté qu'en réduisant le sinus coronaire à 3 mm sans l'obstruer, eh bien, il y avait une réduction significative de la symptomatologie de ces patients, et il en a opéré plusieurs milliers avec des résultats tout à fait satisfaisants sur la qualité de vie et sur la symptomatologie douloureuse. Cette technique est tombée en désuétude puisque dans les années 68, le pontage est arrivé et donc les patients ont tous été revascularisés de façon chirurgicale, et cette technique a revu le jour très récemment. Donc juste pour vous rappeler quelques principes de physiologie, pour comprendre comment marche le réducteur du sinus coronaire, le flux sur un cœur sain, le flux sanguin est préférentiellement dirigé entre du sous-endo par rapport au sous-épi, et ce qui permet à l'exercice de diminuer les résistances sous-endocardiques par rapport aux résistances sous-épicardiques, ce qui permet de favoriser cette perfusion sous-endocardique et d'améliorer la contractilité du myocarde. Chez les patients coronariens, ces problèmes de flux sont inversés et les résistances sous-endocardiques sont plus élevées que les résistances sous-épicardiques, ce qui entraîne une diminution de la perfusion sous-endocardique et donc de la contractilité. La mise en place d'un réducteur du sinus coronaire va augmenter les pressions dans le sinus coronaire, ce qui va redistribuer le sang au profit des couches sous-endocardiques avec une dilatation des artérioles et donc une restitution de ce gradient entre le sous-endocarde et le sous-épicarde avec donc une amélioration de la contractilité et donc de la vascularisation des parois sous-endocardiques. Donc, juste pour faire bref, pour vous parler donc de l'étude Princeps, l'étude COSIRA, qui a été publiée, vous voyez, dans le New England en 2015. Voilà comment se présente l'implant. Vous voyez, c'est une sorte de diabolo avec, dans la partie centrale, un rétrécissement qui fait pile 3 mm de diamètre, comme décrit par le chirurgien Claude Beck. Et vous voyez que l'étude les effectifs sont pas très importants, 50 patients dans chaque groupe, avec des patients qui sont tous sous polythérapie. Vous voyez, ont plus de 70% ont plus de 2 médicaments, avec des patients qui sont très symptomatiques, puisque l'essentiel des patients sont classe 3 ou classe 4 de la classification canadienne. Et ce qu'on voit, c'est que dans le groupe traité par l'implant du réducteur de sinus, il y a une diminution de la classe fonctionnelle dans le groupe implant c'est 2 fois plus efficace qu'au groupe contrôle. Et ce qui est très important dans cette étude, c'est que les patients du traitement groupe contrôle, c'est dit sham, c'est-à-dire que les patients étaient tous endormis, ils avaient tous la ponction jugulaire, et donc du coup, il n'y avait pas cet effet placebo qu'on pourrait avoir. Ils ne savaient pas, en fait, c'est vraiment une étude en double aveugle. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une amélioration significative de la classe fonctionnelle des patients traités. Ce qui a permis d'avoir un niveau de recommandation pas très élevé, mais néanmoins certain, de cet implant, de 2B et avec un niveau de preuve de type B. Vous voyez que par opposition, le laser myocardique, c'est 3A, donc c'est certain, ça ne marche pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier implant a été posé en 2007, le First in Man en 2007, et depuis, il y a eu
plusieurs petites séries. Ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a une proportion de patients qui ne répondent pas, c'est aux alentours de 20%. Et les mêmes équipes qui a publié l'étude de New England a décidé de faire une étude prospective qui a débuté et qui avait pour objectif d'inclure 400 patients avec un suivi à 5 ans. C'est à la fois prospective et rétrospective, et c'est la vraie vie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les premiers résultats préliminaires de cette étude, puisqu'ils ont été publiés en 2021 dans Euro-Intervention, et on voit que finalement les résultats de la vraie vie sont assez comparables à l'étude COSIRA. Comme je vous rappelle, il y avait 50 patients finalement qui avaient bénéficié de l'implant. Là, à l'étude intermédiaire, il y a 230 patients. Et vous voyez que le message est identique, avec une franche amélioration d'au moins une classe fonctionnelle de ces patients. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit que sur la durée, le phénomène persiste. Au bout de 2 ans, les gens restent soulagés. Et dans cette étude, il est montré que finalement le taux de non-répondeurs serait un petit peu plus faible que dans les précédentes études dont je vous ai parlé, avec à peu près 17% de patients qui ne répondent pas. Et en termes de sécurité, vous voyez que c'est une procédure, il n'y a eu aucune complication, aucun décès, aucun AVC, il n'y a qu'un infarctus qui a été rapporté 3 semaines après l'implant, et l'explication n'est pas très claire. En tous les cas, c'est ce qui est dit dans le papier. Là, en termes de succès d'implantation, dans l'étude de Reducer 1, il y a 19% de succès. Donc juste pour vous rappeler, donc nous on a pu donc bénéficier, et en particulier donc le premier patient dont je vous ai parlé quand on a eu à disposition, donc grâce à Thierry, encore une fois leader et pionnier en la matière, nous a pu nous apporter cette solution, et on a tout de suite pensé à ce premier patient, et c'est celui qui a bénéficié du premier implant à Massy. Donc c'était exactement au mois d'avril 2021, et le patient est entré le jour de l'implant. La ponction est faite sous écho. Et donc après, on fait une angiographie du sinus coronaire pour repérer la zone d'implantation. Vous voyez que l'implant est monté sur un ballon. Il est gonflé 30 secondes. Je vous remonte l'implant. Et à basse pression, 30 secondes. Il n'y a qu'une taille pour tous les patients. Il est oversizé. Il s'adapte pour tous les sinus coronaires. Et on fait une angiographie de contrôle, et vous voyez très bien la zone de réduction du sinus coronaire. Donc à ce jour, donc à Massy, on a fait 4 patients. Il y a eu 0 complication. Les gens sont restés une nuit dans la structure, voire j'ai même vu un potentiellement qui a été fait en ambulatoire. La durée de la procédure, je vous ai mis à peu près une heure, peau à peau. Et clairement, en tous les cas, tous les patients ont été franchement améliorés. Certains gardent un angor, mais néanmoins, leur qualité de vie, et ce qui est important aussi, on parle toujours d'études avec des critères lourds, mais la qualité de vie est importante, et en tous les cas, ont été franchement améliorés. Donc pour terminer, l'angor réfractaire est une pathologie finalement qu'on a tendance à sous-estimer, je pense, et qui est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense, avec un impact sur la qualité de vie de ces patients, sans pour autant altérer leur pronostic. Et donc, on a un nouvel outil qui est assez facile à utiliser, qui est efficace et qui a très peu de complications, comme vous pouvez le voir. Et grâce à ça, l'HAS a proposé un remboursement depuis le début de novembre 2021 sur une période d'essai afin de valider sa potentielle utilité et son remboursement de façon définitive. Voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup Stéphane. On va passer à ce brillant Salem Younsi pour l'ablation de l'AFA. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui, c'est mon premier ARTIM. Donc je vais vous parler pour ma part de l'ablation de la fibrillation auriculaire, une technique qu'on utilise depuis quelques années de manière routinière, qu'on propose à nos patients. Et donc on va essayer de voir un petit peu si cette technique permet une guérison, une amélioration. Donc, la fibrillation auriculaire, problème de santé publique, je pense que là, on est tous d'accord. Un chiffre qui m'a interpellé en termes d'épidémiologie, c'est que
par exemple, en Europe, un patient sur 3 va être confronté à un épisode ou plus de fibrillation auriculaire. Donc, dans notre pratique, on va être confronté à ces malades. Et en termes de morbimortalité, on sait que ça augmente la mortalité, les AVC, l'insuffisance cardiaque, et ça altère la qualité de vie. Donc, depuis toujours, on s'est intéressé au traitement de cette arythmie. Et malheureusement, on sait qu'avec les antiarythmiques, on n'améliore pas le pronostic de ces patients. L'étude affirme, début des années 2000, à comparer effectivement juste le ralentissement de la cadence ventriculaire et accepter l'AFA versus vraiment se battre pour maintenir le rythme sinusal avec les antiarythmiques. Et on a vu que malheureusement, on n'avait pas d'effet bénéfique en termes de morbimortalité. Mais quand on regardait un petit peu dans le détail les éléments qui pouvaient améliorer le pronostic de ces patients, on voit que quand les patients sont en rythme sinusal, il y a quand même un effet sur la morbimortalité. Et on s'est demandé s'il n'y avait pas un autre moyen, effectivement, que les autres arythmies qui sont connues pour leur effet délétère, leur effet pro-arythmique, de maintenir le rythme sinusal chez ces patients. Et donc, parallèlement à ça, s'est développée effectivement l'ablation de fibrillation auriculaire. Et le papier Princeps qui a mis en lumière cette technique, ça s'est passé en 98. Donc, 98 a été une année très très importante en France parce qu'il y a eu la Coupe du Monde et il y a eu les collègues bordelais et le professeur Michel Essaguer qui a décrit le papier Princeps de l'ablation percutanée de la fibrillation auriculaire. Et donc, qui avait dit que chez les patients qui ont de l'AFA paroxystique, tout se passait en général dans les veines pulmonaires et que si on isolait ce foyer arythmogène, on allait effectivement, très probablement, améliorer le pronostic de ces patients. Donc, est-ce que cette technique est suffisante pour guérir l'arythmie ? C'est l'objet du topo d'aujourd'hui et c'est la question qu'on se pose à chaque fois qu'on a un patient en face de nous à qui on propose cette thérapeutique. Donc, il faudrait en fait qu'on revienne un petit peu sur ce qu'est... Ah, pardon, je ne sais pas comment je fais pour faire tourner la vidéo. Il va le faire, ouais, super. Sur la technique d'ablation, donc on a deux types d'arythmies quand on propose une ablation de fibrillation d'arythmie aux gens. On a les arythmies focales, comme ici vous voyez. En bas à droite, il y a une voie accessoire qu'on est capable de cartographier, d'ablater. Et si on a complètement éliminé le substrat, ce n'est pas un substrat évolutif, ça ne va pas repousser et il n'y en aura pas autre part. Donc là, on est curatif, il n'y a pas de problème. Donc, quand on regarde un petit peu l'historique de l'ablation de ces arythmies, avant on faisait ça à cœur ouvert, ça a commencé fin des années 60. Donc, c'était chirurgie cardiaque, on faisait notre cartographie au niveau épicardique et on disait au chirurgien, voilà, vous voyez le petit point noir là, qui est la localisation de la voie accessoire latérale droite. Donc le chirurgien faisait soit une lésion anatomique, soit un coup de cryo et on guérissait le patient. Là, actuellement, c'est beaucoup plus simple. On peut faire tourner la vidéo, s'il vous plaît. Donc on fait ça avec de la cartographie 3D. Le patient est en ambulatoire. Il n'y a pas de chirurgie à cœur ouvert. Et c'est tellement simple que maintenant, avec l'évolution de l'imagerie 3D et des techniques d'aide avec l'intelligence artificielle, etc., on est capable de cibler vraiment l'endroit où ablater. Et maintenant, c'est devenu vraiment pas sorcier de faire une ablation. Comme le disait Philippe tout à l'heure, l'arythmologie est devenue très facile maintenant. Et donc, quand on s'intéresse aux arythmies focales qu'on ablate, comme par exemple le flotteur, le foyer de tachycardie atriale, les tachycardies ventriculaires sur cœur sain, on a des taux de succès qui sont quasiment proches de 100%, comme vous voyez par exemple pour l'ablation de tachycardie jonctionnelle par intranodale, on est à 97% de taux de succès. On a des taux de complications très très faibles, et donc dans toutes les recommandations de prise en charge de ces arythmies focales, on est meilleur en termes de grade de recommandation que le traitement médical. Ce n'est pas exactement la même chose quand on s'intéresse à une ablation d'arythmie sur cardiopathie avec un substrat potentiellement évolutif. Ça peut être le cas par exemple dans les tachycardies ventriculaires avec une cicatrice d'infarctus. Et donc là, on peut faire tourner la vidéo s'il vous plaît. Même si on a pareil la technologie nécessaire pour faire de très très belles cartes et essayer de déterminer avec précision parfois le foyer de tachycardie, la réentrée, l'isthme critique qu'on peut ablater, et bien malheureusement le fait que ce soit
un substrat qui est évolutif fait que cette arythmie-là va évoluer. Je vais vous montrer un exemple sur toujours une cicatrice d'infarctus, si on peut faire tourner la vidéo. Et donc, l'arythmie clinique peut survenir sur un des circuits de cette cicatrice. On peut ablater un endroit, mais malheureusement, on voit qu'il y a des récidives parce que ce substrat est complexe. Ce substrat est situé soit au niveau de l'endocarde, soit au niveau de l'épicarde, soit même au niveau de l'épaisseur du myocarde. Et donc, c'est assez compliqué d'avoir des taux de succès comme on peut l'avoir dans une arythmie, on va dire, focale. Et donc, quand on revient à la fibrillation auriculaire, en fait, la fibrillation auriculaire est une arythmie, conséquence clinique électrophysiologique d'une cardiomyopathie qu'on commence à décrire et à caractériser depuis à peu près une dizaine d'années, qui s'appelle la cardiomyopathie atriale, la myopathie atriale. Et donc, on sait que cette cardiomyopathie, en fait, est évolutive et qu'il y a un certain nombre de facteurs qui favorisent la pérennité de cette cardiomyopathie, son évolution, et donc, malheureusement, la fibrillation auriculaire, qui est l'expression électrophysiologique de cette cardiomyopathie, évoluera également. Mais donc, toute l'idée de prise en charge, quand on dit que c'est une arythmie clinique qui survient sur une cardiomyopathie, et que plus on fait de l'AFA, plus on fera, entre guillemets, évoluer dans le mauvais sens cette cardiomyopathie, l'idée, c'est de se dire il faut agir et intervenir le plus rapidement possible. Donc on voit dans l'histoire naturelle de la fibrillation auriculaire, on commence par faire quelques crises dans notre jeunesse, entre guillemets, et puis après, par la suite, et favorisé par les facteurs de risque, on arrive à la forme permanente avec une myopathie atriale très difficile à réverser par la suite. Et on sait effectivement que les formes de fibrillation auriculaire en termes d'expression clinique et de pronostic, ce n'est pas du tout la même chose. La fibrillation atriale persistante et permanente a beaucoup plus de morbimortalité chez un patient que la forme paroxystique. Et donc, l'idée, c'est vraiment essayer d'agir le plus rapidement possible dans l'histoire naturelle de l'AFA et agir tout de suite. Donc, agir sur deux versants, agir sur la cardiomyopathie, donc en diminuant les facteurs de risque qui favorisent son évolutivité, et deux, agir également sur son expression clinique qui est l'AFA, parce que, comme disent les anglo-saxons, AF begets AF, l'AFA engendre l'AFA et perpétue l'AFA. Et donc, on est passé de l'étude AFFIRM que je vous ai montré tout à l'heure à l'étude IST-AFNet, qui est en fait maintenant qui s'est intéressé 20 ans après à la prise en charge précoce. C'est-à-dire un patient qui fait de l'AFA, on va lui proposer une prise en charge précoce dans les 12 premiers mois de sa première crise pour maintenir le rythme sinusal. Donc presque 3000 patients qui ont été randomisés sur effectivement soit prise en charge précoce, soit par ablation, soit par traitement antiarythmique, soit prise en charge classique. Et on voit effectivement que chez ces patients-là, on diminue l'outcome cardiovasculaire, on réduit la mortalité, les hospitalisations, la survenue d'AVC, etc. Donc le message, c'est qu'il faut absolument agir le plus tôt possible. Et on voit ici qu'en termes de consommation de biens de santé, c'est exactement la même chose. Donc quand on regarde un petit peu dans les recommandations sur la prise en charge de la fibrillation auriculaire tout venant, l'ablation par cathéter a une place de choix, soit en première intention quand on discute avec le patient qui ne veut pas prendre d'antiarythmique par exemple, soit en échec effectivement d'un traitement antiarythmique. Et donc par exemple, comme disait tout à l'heure Stéphane, un volet très important dans la prise en charge de nos patients, c'est la qualité de vie, c'est réduire leur symptomatologie. Les gens qui font de l'AFA, on sait qu'ils sont beaucoup hospitalisés, ça agit beaucoup sur leur capacité, que ce soit au sport, sur leur mental exactement. Et on a déterminé ça depuis longtemps, que chez les gens qu'on ablate, qui sont en échec de traitement ou pas, on a une amélioration significative en termes de qualité de vie. Et ça, en fait, on le montre de par la réduction de la quantité d'arythmies. C'est-à-dire qu'un patient qui vient avec de l'AFA, qui ont fait par exemple plusieurs crises par semaine, quand on l'ablate, bon, il peut récidiver. Mais ce qu'a montré cette étude-là, qui a été réalisée par les Canadiens, c'est que quand vous voyez avant soit radiofréquence, soit cryoablation, vous avez un certain taux, une certaine charge de FA, et en post-ablation,
et ça se maintient à une année, la charge en FA est réduite de 98 à 99%. C'est-à-dire qu'ils refont de la FA, d'accord, mais ils refont vraiment beaucoup moins, et ça améliore énormément leur qualité de vie. Et l'autre point important qu'on va proposer à ces patients, c'est effectivement, comme je vous disais, prévenir le passage de la forme paroxystique vers la persistante. Dans cette étude menée à 3 ans, on réduit de 10 fois le risque de passage à la forme persistante, qui est quand même quasiment de 20%. Une autre étude très importante, où cette fois-ci on améliore la morbimortalité des patients, c'est proposer l'ablation à des patients qui font de l'AFA, qu'elle soit paroxystique persistante, chez des patients en insuffisance cardiaque. C'est-à-dire, ils sont porteurs d'un défibrillateur, ils ont moins de 35% de FEVG, et là, on améliore tous les critères durs en termes de morbimortalité, en termes d'hospitalisation, d'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Et ça, donc, ça nous donne un grade de recommandation qui est très très fort. Et ça, on a constaté effectivement que c'était lié au fait qu'on diminuait la charge en FA. Chez les patients sous traitement médical, on avait une charge en FA à la fin de l'étude qui était à peu près à 60%, alors qu'on la réduisait de 3 fois, ils étaient à 20% après ablation. Donc le fait de réduire le temps passé en FA, même s'il récidivait, améliorait tout en termes de critères durs de morbimortalité. Et donc bien évidemment, on va proposer la prise en charge de la FA, réduire donc la charge en FA avec tous les moyens disponibles quand on prend en charge les patients le plus précocement possible, mais il faut effectivement prendre en charge la cardiopathie et ses facteurs de risque. Donc ça, c'est grade de recommandation 1. Et on voit par exemple, chez les patients à qui on propose avant ablation une réduction pondérale, eh ben, on a des résultats en termes de maintien de rythme sinusal après ablation qui sont excellents quand on arrive à obtenir plus de 6% de perte de poids. Prise en charge de la myopathie atriale, on en est au tout début, on est en train de décrire la physiopathologie. Il y a des gens qui essayent des traitements comme par exemple bloquer le système rénine-angiotensin-aldostérone en disant, ou des bêta-bloquants en disant un peu comme dans l'insuffisance cardiaque, ça peut peut-être réduire la progression de cette myopathie, mais on en est au tout début. Et donc en conclusion, l'AFA est une maladie évolutive. Quand on la prend en charge, on ne propose pas de guérison, que ce soit par antiarythmique, que ce soit par ablation, mais il faut la prendre en charge le plus tôt possible pour essayer de casser le cercle vicieux qui est le fameux, donc l'AFA engendre l'AFA. Et puis donc la cardiomyopathie sous-jacente, le terrain sous-jacent, toujours prendre en charge les facteurs de risque et pourquoi pas bientôt avoir des traitements spécifiques de cette cardiomyopathie. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous donnez une limite d'âge pour les ablations de la fibrillation auriculaire ? On va dire limite d'âge physiologique, c'est-à-dire qu'un patient au-delà de 75 ans jusqu'à 80 ans qui est en bonne forme et qui est vraiment très très gêné, on va effectivement peser le pour et le contre et lui proposer une ablation de FA sans problème. Ça nous arrive même de le faire en ambulatoire, comme le disait Jérôme Garou tout à l'heure, c'est tout à fait safe, ça se passe très très bien. C'était Philippe Garou. Non mais c'est la famille. C'est Jérôme qui lui a soufflé la réponse. Eric, Nicolet. T'as un micro juste derrière toi. Dans un contexte d'insuffisance cardiaque avec oreillette gauche dilatée, vous allez plutôt sur une radiofréquence ou vous faites comme la cryo avec les veines pulmonaires, etc. Parce que la maladie est plus évoluée. Alors effectivement, on préfère, nous dans notre équipe, traiter du substrat un maximum. Et donc la cryothérapie pour l'instant est localisée aux veines pulmonaires. Et donc dans une oreillette gauche dilatée, maintenant, en plus, on s'aide effectivement dans le cadre d'une étude de l'intelligence artificielle pour mieux caractériser le substrat et voir vraiment les zones qui drive l'AFA. Donc, on va plutôt aller sur de l'ARF et essayer effectivement de traiter un maximum de substrat. Merci beaucoup, Zalem. Moi, j'ai trouvé ton topo, c'est pas parce que tu es mon associé et mon pote, mais je l'ai trouvé fantastique parce que tu as montré qu'en réalité, tu es capable de ne pas juste focaliser sur l'acte technique et que en réalité, notre acte technique, vous avez tous compris qu'il n'est pas parfait. C'est-à-dire que depuis le début, tout le monde se dit non mais les gars, ils passent du temps dans les oreillettes des gens et quels sont les résultats. Mais ce qui est en train de ressortir très très clairement, c'est que c'est comme la démocratie, c'est-à-dire que ce traitement qui n'est pas parfait, c'est le pire de tous en dehors de tous les autres. C'est-à-dire que c'est un traitement qui est le moins mauvais et c'est un traitement qui devient de plus en plus nécessaire parce que ce qu'on veut, c'est alléger la quantité d'arythmie et ce qu'on veut, c'est alléger la quantité d'antiarythmiques. Et ça passe aujourd'hui par une procédure qui est de plus en plus safe
et avec des résultats qui sont vraiment éprouvés et qui permettent, notamment même chez des patients complexes, insuffisants cardiaques, d'arriver à des résultats très très intéressants. Voilà. Et donc, je vais passer la parole pour le dernier topo de cette session à Mauro Romano, qui va traiter du sujet de l'aorte ascendante dilatée, processus décisionnel et stratégie chirurgicale. Merci Bertrand. Bonjour à toutes et à tous. C'est un énorme plaisir de vous retrouver après cette lourde parenthèse du Covid. Et là, on va essayer de répondre à des questions qu'on se pose très fréquemment lorsqu'on découvre très souvent de manière fortuite une dilatation, voire un anévrisme de l'aorte ascendante. C'est-à-dire lorsque les dimensions d'une aorte ascendante dépassent de au moins 50% les dimensions normales que vous voyez affichées ici, donc pour les hommes ou pour les femmes. Des dilatations ou anévrismes qui peuvent concerner soit la portion sus-coronaire de l'aorte ascendante, de manière prédominante quelquefois dans les maladies congénitales, donc la racine de l'aorte, ou l'aorte ascendante dans toute sa globalité, depuis la racine jusqu'à la crosse et quelquefois au-delà. Donc il faut les distinguer en deux catégories. Les anévrismes qui font partie d'un syndrome, comme la maladie de Marfan, la maladie de Loeys-Dietz ou les Lardin-Loos, et les anévrismes non syndromiques qui peuvent être, c'est-à-dire sporadiques, ceux qui apparaissent chez un individu sans lien familial, ou ceux qui apparaissent dans le cadre d'une manifestation familiale de l'anévrisme qui se transmet dans la même famille avec un caractère autosomique dominant, mais qui n'a pas de caractère, je dirais, syndromique, mais peut être lié à un phénomène génétique. Et dans le cadre des anévrismes sporadiques, il y a les anévrismes athéromateux et les anévrismes non athéromateux. Le risque de complication donc d'une dilatation de l'aorte ascendante, vous voyez qu'il est assez faible jusqu'à l'ordre de 40-45 mm, mais il augmente de manière exponentielle dès qu'on va au-delà de ces dimensions. Et c'est là qu'il faut choisir le moment optimal pour proposer le patient à une intervention chirurgicale. Et c'est un moment qu'il faut peser parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'alternative, au moins pour l'aorte ascendante, au traitement chirurgical. Les traitements endovasculaires tâtonnent, ne sont pas tout à fait au point et quoi qu'il en soit, ils ne sont pas dans la pratique clinique. Le but de la chirurgie est de prévenir la complication ultime d'un anévrisme qui est la dissection aortique ou la rupture. Et on se base habituellement sur le diamètre donc, de l'aorte pour pouvoir prendre la décision sur le moment effectivement d'adresser le patient au chirurgien, en sachant que quelquefois, en présence de facteurs de risque tels que l'hypertension artérielle ou d'autres comorbidités, les complications peuvent intervenir même pour des dimensions de l'aorte bien inférieures à celles qu'on a l'habitude de voir en pratique quotidienne pour les anévrismes de l'aorte. Un facteur très important sont effectivement l'hypertension artérielle et certains syndromes génétiques. Ce qui est important, une fois qu'on a découvert, quelquefois avec une échographie transthoracique dans le cadre d'une exploration cardiovasculaire, une dilatation de l'aorte ascendante, il faut s'adresser à des examens qui sont beaucoup plus spécifiques et qui permettent de faire un diagnostic beaucoup plus précis donc, de cette dilatation de l'aorte. Et l'examen qui est effectivement à réaliser en priorité est un scanner effectivement injecté ou non de l'ensemble donc de l'aorte depuis la racine, un scanner ou une IRM. Pour le suivi, il est nécessaire, mais je dirais préférable d'utiliser toujours le même examen et laisser en deuxième ligne d'autres examens tels que l'échographie qui est beaucoup plus facile à réaliser, qui ne demande pas d'injection de produits de contraste et qui a un coût beaucoup moins élevé que le scanner. Mais qu'est-ce qu'il faut mesurer? Parce que quelquefois, il y a des discordances entre les mesures qu'on retrouve à l'échographie, les mesures qu'on retrouve au scanner, et même dans le cadre du scanner, comment faut-il le réaliser pour avoir des mesures fiables qui permettent de prendre la décision, surtout quand on est sur des dimensions borderline? Premièrement, il faut que l'étude soit synchronisée pour éviter les artefacts, utiliser de préférence du produit de contraste, mais à l'heure actuelle, très souvent, il y a des patients qui ont des douleurs thoraciques, qui font un scanner, on trouve une aorte dilatée, mais qui n'ont pas eu donc, une injection de produit de contraste. Eh bien, aujourd'hui, on suggère
suggère de mesurer et de prendre en compte aussi l'épaisseur donc de la paroi aortique, parce que bon, ça peut éviter donc à l'avenir, même dans le cadre du suivi, de l'injecter donc régulièrement pour avoir les dimensions réelles de l'aorte. Les examens non injectés peuvent être d'une grande utilité uniquement pour déterminer la présence, l'étendue des calcifications ou éventuellement un diagnostic d'hématome intramural. Et bien évidemment, il faut mesurer donc l'aorte depuis la racine sur toute l'aorte ascendante. Et pour ce qui est des sinus, il est préférable aujourd'hui de faire des mesures de sinus à sinus. Les facteurs prédictifs qui peuvent mener à une dissection aortique, à la complication générale d'un anévrisme, à part le diamètre aortique, sont, je dirais, plus nombreux. On peut prendre en considération effectivement le rapport entre la surface corporelle, le diamètre aortique et la surface corporelle. On reste dans le cadre d'un risque faible de dissection, de rupture en dessous de un peu plus de 2 cm par mètre carré. Le rapport entre le diamètre aortique et la taille du patient est une mesure un peu plus complexe. C'est la surface de l'aorte sur le rapport entre la taille et le diamètre absolu de l'aorte. Et un autre élément, effectivement, qu'on n'a pas l'habitude de prendre en considération, mais qui est très important à l'heure actuelle, c'est la longueur de l'aorte. Dans le temps, on avait un peu l'habitude de dire l'aorte est un peu déroulée, etc. Mais au-delà de 100 mm et surtout 130 mm, il y a un risque de dissection qui est extrêmement élevé, qui arrive jusqu'à 5 fois pratiquement le risque habituel donc, de dissection aortique. Et le diamètre, vous voyez que n'est pas tout, parce que dans le registre international des dissections aortiques, la dissection ne touchait que pratiquement que dans 16% des cas des aortes anévrismales. L'hypertension était le facteur le plus important et qui peut toucher des aortes avec des diamètres qui quelquefois semblent tout à fait rassurants. Et on s'est rendu compte au fil du temps que la racine est beaucoup plus dangereuse que l'aorte ascendante elle-même. Dans cette étude qui a été publiée par une équipe extrêmement expérimentée aux États-Unis, sur 1162 patients donc, qui ont fait partie donc, de cette étude, on s'est rendu compte que la racine était beaucoup plus souvent touchée par la porte d'entrée de la dissection que l'aorte ascendante, à tel point qu'ils ont abaissé donc, progressivement donc la limite donc de diamètre pour intervenir et qui se situe à 50 mm au niveau de la racine et 52 mm au niveau de l'aorte ascendante. Or, on arrive progressivement à diminuer jour après jour le diamètre auquel on décide donc d'intervenir. À l'heure actuelle, le critère le plus courant pour un anévrisme sporadique athéromateux reste, et une valve aortique tricuspide reste autour de 55 mm. Mais on est en train, et ça souvent suivant l'expérience de l'équipe chirurgicale qui prend en charge le patient, on peut descendre à 50 et peut-être demain à beaucoup moins. Et ça, on voit dans ce papier qui a été publié récemment par la Cleveland Clinic, que depuis l'arrivée de Lars Svensson, qui était de l'équipe effectivement de Baquet, Coulet, etc., avec une énorme expérience dans le domaine de la chirurgie aortique, on est descendu progressivement et on arrive à traiter donc des patients pour des diamètres qui sont bien inférieurs à ceux qu'on a l'habitude de retenir pour le traitement chirurgical. Et ça en particulier pour les anévrismes syndromiques. Aujourd'hui, on propose pour une chirurgie donc, de remplacement de l'aorte ascendante, une chirurgie préventive effectivement de la dissection, les patients avec un syndrome de Marfan déjà à partir de 45 mm, les dilatations de l'aorte ascendante dans le cadre de bicuspidie valvulaire aussi à partir de 45 à 45 mm en présence de facteurs de risque, 50 mm en absence de facteurs de risque. Et pour les autres, bien évidemment, ça fait partie aussi d'un processus de décision qui a lieu dans le cadre d'une discussion médico-chirurgicale et en tenant compte des facteurs de risque du patient.
Et là, donc, pour ce qui est du suivi, donc, on propose, lorsqu'on est en dessous de ces dimensions, on propose un suivi qui est variable, donc tous les 6 mois, tous les ans, suivant les dimensions initiales de diagnostic donc, de cet anévrisme et suivant donc, la présence de facteurs de risque ou non, ou la présence effectivement d'une maladie génétique ou non. Et une fois qu'on arrive au moment donc, de la décision chirurgicale, que la décision est prise, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a un élément très important qu'il faut préserver, c'est la valve aortique. Jabrine El-Khoury a établit cette classification un peu à l'instar de la classification des Carpentier par rapport effectivement à la valve aortique. Et il y a un type 1 dans cette classification qui concerne juste la jonction sinotubulaire ou la jonction sinotubulaire et les sinus, ou seulement la dilatation donc, de l'anneau. Je ne citerai pas les autres parce qu'effectivement ça demande effectivement une prise en charge différente au niveau de la valve. Et on voit que donc la perte effectivement de la jonction sinotubulaire avec un élargissement donc, de la racine de l'aorte et de la partie initiale de l'aorte tubulaire peut être responsable donc, d'une fuite aortique. La dysfonction de type 1B concerne l'intégralité de l'aorte ascendante depuis la racine et celle qui concerne effectivement surtout l'anneau aortique avec des sinus qui quelquefois peuvent être de taille normale et très fréquemment associés à une bicuspidie valvulaire. Et quand on regarde effectivement la possibilité de réparation donc, et de maintien donc, de la valve aortique dans le remplacement donc, de ces aortes, eh bien, c'est tout à fait possible dans la dysfonction de type 1A et 1B, alors que lorsqu'il s'agit d'une dilatation isolée de l'anneau et en particulier en présence d'une bicuspidie valvulaire, là, je dirais que c'est beaucoup moins évident la possibilité de réparer et surtout la possibilité de ne pas se retrouver confronté à une récidive avec une fuite aortique et nécessité donc de réintervention. Donc il faut une approche logique qui implique une connaissance parfaite de l'anatomie et de la physiologie de la racine aortique et choisir effectivement la stratégie chirurgicale la plus adaptée, le remodelage ou la réimplantation, et vous verrez par la suite dans la différence entre les deux, et la technique chirurgicale la plus appropriée. Dans le premier des cas de figure, la dysfonction de type 1A, c'est-à-dire la perte de la jonction sinotubulaire, la dilatation au niveau de la jonction sinotubulaire, mais il suffit de remodeler la jonction sinotubulaire avec un tube synthétique qui permet d'une taille qui est comparable à peu près à celle de l'anneau aortique, parce qu'il y a très peu de différence donc, entre dans une aorte normale en termes de diamètre entre la jonction sinotubulaire et l'anneau aortique, et donc en réduisant effectivement, en recréant la jonction sinotubulaire, on arrive à rétablir la continence de la valve. Dans les autres lésions qui concernent surtout la racine aortique, initialement et depuis 1968, donc Bental et Bono ont proposé le remplacement en bloc de la racine de l'aorte, de la valve aortique, avec la réimplantation des ostia coronaires dans un tube valvé qui peut être muni d'une valve mécanique ou d'une valve biologique. Le choix se fait bien évidemment en relation à l'âge du patient et éventuellement la qualité de vie qu'il décide d'avoir. Des patients jeunes peuvent préférer plutôt une valve biologique qu'une valve mécanique pour éviter les anticoagulants qui sont l'inconvénient majeur. Et secondairement, et ça c'est depuis à peu près 25 ans, mais même un peu plus pour ce qui concerne la technique de Yacoub, on a proposé des techniques de remplacement de la racine de l'aorte et de l'aorte ascendante qui permettent de conserver la valve aortique. Combien de valves avant qu'eux proposent, donc c'est leur technique de remodelage pour le premier, de réimplantation pour le deuxième, ont été remplacées de manière indue alors qu'on aurait pu les garder. La technique de remodelage de Yacoub, qui date de 83, consiste à réséquer l'intégralité donc de l'aorte ascendante et des sinus de Valsalva en gardant effectivement l'anneau aortique intact. L'anneau n'est pas soutenu dans cette technique. La technique de Tyrone David, elle est
je dirais, un peu plus complexe et consiste à réimplanter la valve à l'intérieur d'un tube synthétique qui en même temps stabilise l'anneau aortique. Et là, donc, vous allez voir, le film est un tout petit peu long, mais on va essayer donc je vous prie d'envoyer la vidéo. Ça, c'est un patient donc, de 43 ans qui a eu une augmentation récente, effectivement, du diamètre aortique, passé en 8 mois de 43 à 51 mm. Donc, l'intervention est réalisée avec une sternotomie médiane en circulation extracorporelle normothermique établie entre habituellement l'artère fémorale pour éviter d'avoir à cannuler la crosse des aortes qui souvent sont pathologiques et l'oreillette droite. Le cœur est arrêté avec une cardioplégie normothermique au sang pour rester dans des conditions les plus physiologiques possibles. Et là, donc, on s'attelle à séparer l'aorte des structures avoisinantes. Là, vous voyez, on est en train de séparer la paroi postérieure de l'aorte de l'artère pulmonaire droite. Et c'est un travail qui doit être extrêmement minutieux. La première des choses, donc, c'est isoler les ostia coronaires qui vont être réimplantés dans le tube synthétique une fois qu'on aura réimplanté la valve. Et là, il faut faire très attention dans la mobilisation des ostia coronaires. Là, vous voyez, on est en train de mobiliser l'ostium de la coronaire gauche qui se situe à l'arrière et il faut le mobiliser suffisamment pour pouvoir le monter le plus haut possible dans le tube. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, on est à l'ère du TAVI et que si jamais la valve aortique qu'aujourd'hui on réimplante de manière assez dégradée, mais si elle n'est pas suffisamment haute, elle ne permettra pas la réalisation d'un TAVI. Donc là, on a isolé la coronaire droite et là, on est en train de séparer donc, la racine aortique et réséquer les différents sinus. Là, on est sur le sinus non coronaire et on laisse suffisamment de tissu paraannulaire pour pouvoir permettre une réimplantation aisée de la valve. Là, vous voyez, la valve aortique est parfaitement normale. Et une fois qu'on a réalisé donc, ce travail minutieux de résection, donc, on isole donc la racine de l'aorte, de l'infundibulum du ventricule droit et de l'artère pulmonaire. Et ensuite, une fois qu'on a donc, isoler donc les trois commissures, ça c'est le moment le plus important. On mesure la taille de l'anneau aortique avec une bougie de Hegar et c'est à partir de là qu'on choisit la taille du tube. Habituellement, j'utilise un critère très simple appris avec Talon David, c'est la taille de la bougie de Hegar plus 4 mm. Voilà. Et là, on passe une série de points qui, dont la commissure entre la sigmoïde coronaire gauche suivent le contour donc, de l'anneau, mais qui ensuite doivent se situer dans un plan parfaitement horizontal passant par le nadir des sigmoïdes. Et là, à cet endroit-là, que vous voyez exactement, il faut faire très attention à se tenir à l'écart des voies de conduction. Une fois qu'on a passé donc, tous ces fils donc, dans l'anneau aortique, c'est ce qui peut prendre quelques minutes, mais il faut le faire effectivement d'une manière extrêmement minutieuse. Vous voyez, donc les fils sont tous sur le même plan. On prend un tube synthétique, on crée une encoche, c'est tout ça pour éviter d'avoir à disséquer complètement l'artère pulmonaire de l'aorte dans une zone dangereuse au niveau de la commissure entre sigmoïde coronaire gauche et coronaire droite. Et on passe donc tous les fils donc, dans le tube en respectant bien évidemment les distances entre chaque chef donc, du même fil et entre deux fils successifs pour éviter de créer des distorsions au niveau de l'anneau aortique qui pourraient compromettre la réimplantation donc, de la valve. Et là, la chose très importante et décisive, c'est le positionnement des commissures. Il faut mettre le tube dans la condition et la valve dans la condition de fonctionnement normal, c'est-à-dire tirer le plus possible pour qu'elle soit vraiment bien en tension en même temps que le tube. Et là, vous voyez que donc, on réimplante avec le tissu qu'on a laissé autour de l'anneau la valve aortique à l'intérieur du tube synthétique. Et vous voyez, vous apercevez donc la valve qui se positionne déjà assez harmonieusement donc, à l'intérieur du tube.
voyez, voilà, ça c'est le montage une fois qu'on a terminé. Et pour être sûr donc, que la valve est continente, j'ai l'habitude d'injecter de la cardioplégie dans le tube. S'il reste bien tendu, c'est que la valve est continente et que ça ne fuit absolument pas. Et l'étape suivante, c'est la réimplantation donc, des ostia coronaires. On commence par l'ostium de la coronaire gauche. Vous voyez qu'il est bien mobilisé pour lui donner le plus de liberté possible, pour le monter le plus haut possible, pour éviter effectivement qu'un jour ou l'autre, on se retrouve avec une valve TAVI en face de l'ostium coronaire. Et donc, une fois qu'on a fait ça, bon, soit on réimplante tout de suite l'ostium de la coronaire droite, soit comme dans ce cas-là, donc on coupe le tube à la longueur adéquate et on fait l'anastomose distale entre la distalité de l'aorte ascendante et le tube. Avec une technique, ça aussi, c'est Arion David qui me l'avait suggéré, c'est celui d'invaginer le tube dans l'aorte, c'est-à-dire de prendre très large au niveau de l'aorte et très large au niveau du tube, de manière à les télescoper donc l'un dans l'autre, ce qui permet d'éviter des problèmes fâcheux de saignement. La suture distale, surtout pour les patients qui ont des syndromes génétiques, des fragilités comme le Marfan ou autres, ou dans les bicuspides valvulaires, où il y a une altération donc, de la paroi aortique, il vaut mieux les renforcer avec du téflon pour éviter les faux anévrismes. Et là, vous voyez, donc, on réimplante l'origine de la coronaire droite. Ce que vous voyez, c'est de la cardioplégie qui revient dans les ostia coronaires pour maintenir le cœur bien arrêté et protégé pendant toute la phase d'ischémie. Habituellement, ça prend entre 1h20 et 1h30, donc toute cette réalisation. Et là, on arrive en fin d'intervention. Vous voyez que le patient a une diastolique parfaite et aucune fuite résiduelle. Voilà. Alors, une autre discussion qui est venue, c'était utiliser un tube droit ou un tube dit Valsalva. Mon ami Roger De Paul s'est proposé il y a quelques années un tube qui reproduit un petit peu l'anatomie des sinus. Mais bon, je pense que ça n'a pas une très très grande utilité, au moins pour ce que je fais habituellement. Et là, vous voyez une valve aortique qui a été réimplantée dans un tube droit. Et j'ai pu la voir et voir qu'elle était absolument parfaite, qu'elle n'était absolument pas touchée par les soi-disant impacts contre la paroi du tube. 6 ans après un Arion David, la patiente était revenue pour un anévrisme de la crosse aortique. Et vous voyez, là, c'était le premier tube qui avait servi au Arion David avant qu'on le suture au tube de la crosse et la valve aortique est parfaitement normale. Donc l'avantage des interventions qui conserve la valve aortique par rapport aux interventions qui la remplacent, telles que le bental biologique ou mécanique, est évident parce que ça garantit une meilleure liberté, c'est-à-dire moins de mortalité à distance, qui, pour les patients qui ont eu un bental mécanique ou biologique, est grévé par l'utilisation des anticoagulants d'un côté, la dégénérescence de la valve biologique de l'autre, avec nécessité de nouvelles interventions chirurgicales. Et pour ce qui est de la mortalité liée effectivement à des phénomènes cardiaques, elle est nettement inférieure pour les patients pour lesquels on a conservé la valve aortique. Ça, c'est une autre étude qui montre à peu près la même chose, avec une incidence de réintervention qui est certes un peu plus importante pour les malades chez lesquels on a gardé la valve, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il ne faut pas se laisser de fuite derrière, parce que c'est celle qui pourrait éventuellement être à l'origine d'une nouvelle opération. Ce qu'on a appris donc dans tout ça, c'est que les techniques de conservation de la valve aortique ont des résultats à long terme absolument excellents. Ça peut se réaliser même dans les patients qui ont des maladies de Marfan ou des maladies du tissu connectif. On peut la réaliser aussi chez des patients avec des valves bicuspides, mais il y a un taux de réintervention qui est un peu plus important à 10 ans. Et lorsqu'on compare les deux techniques, le remodelage, la technique de Yacoub qui ne stabilise pas l'anneau et la technique de réimplantation Arion David qui, elle, stabilise l'anneau par l'extérieur. Donc on voit qu'effectivement les résultats sont nettement plus satisfaisants pour la technique de réimplantation avec un taux de réintervention dans le temps qui est certes plus élevé pour le remodelage que pour la réimplantation. Et donc pour conclure, à l'heure qu'il est, il est conseillé, à mon sens, d'adresser plus rapidement les patients en chirurgie, même pour des diamètres qui ne sont pas excessifs, au moins avoir une consultation donc chirurgicale avec une équipe entraînée qui puisse prendre la décision, surtout si elle est capable de maintenir et de conserver la valve aortique, qui est absolument un impératif. Merci.
Merci beaucoup Mauro pour cet exposé vraiment très enrichissant. On a pris un petit peu de retard, mais il y a peut-être la place pour une ou deux questions. Ce que je trouve, ce qui fait la difficulté de ce sujet, je trouve, c'est la divergence des recommandations qui sont quelque peu empiriques. C'est le fait aussi que c'est fondé sur des diamètres sans tenir compte de la taille, de la surface corporelle, comme tu l'as dit, de la hauteur de l'aorte, du sexe, femme versus homme, et aussi de la localisation de la dilatation, sinus versus aorte tubulaire. Et toi, les recommandations que tu suis, c'est pas les recommandations européennes, c'est des recommandations plutôt chirurgicales. Hein. J'ai vu que tu faisais abstraction des recommandations européennes. D'une certaine manière, parce qu'elle date déjà de 2014, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué. C'est vrai que quand on regarde les recommandations, il y a des recommandations de classe 1, mais niveau d'évidence C, c'est-à-dire basé sur des études qui ont été réalisées localement par différentes équipes, mais qui publient sur la base de leur expérience. Alors, celle de la Cleveland Clinic, qui a une très grosse expérience de la chirurgie aortique, pour moi, c'est celle qu'il faut suivre si on a une expérience de la chirurgie aortique. C'est-à-dire que c'est lancé prendre le risque d'une intervention chirurgicale pour des diamètres qui sont inférieurs à ceux des recommandations lorsqu'on n'a pas une expérience suffisante. Je ne pense pas que ce soit légitime. Mais lorsque l'équipe chirurgicale et cardiologique a une expérience de ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter. On a vu des aortes se disséquer pour des diamètres quelquefois de 35 et 40 mm. L'élément le plus important, c'est tenir compte des facteurs de risque, en particulier l'hypertension. Un malade est hypertendu avec une aorte à 45 mm, il ne faut pas hésiter. Oui. On va se diriger vers le café. On peut faire la course pour voir qui arrive à choper le café avant, parce qu'on a une petite quinzaine de minutes et ensuite on se dirige vers les ateliers qui se passent dans le même bâtiment. Merci Mauro, merci à tous.